nouveau rituel est apparu au milieu des années 70, quand le vieux continent a décidé de s'unir pour devenir la première puissance économique mondiale. Et depuis 3 ans, crise planétaire oblige, c'est devenu un rendez-vous incontournable et capital. 4 fois par an au minimum, 27 chefs d'État et de gouvernement se retrouvent à Bruxelles pour le Conseil européen. 27 délégations, 23 langues différentes, 27 projets politiques à harmoniser. Un sacré barnum, capté en direct par les caméras du monde entier. Et dès l'arrivée, ce sont les ténors continentaux qui se font entendre. Und damit ein wichtiges Zeichen setzen können in Ergänzung auch des Fiskalpaktes. I completely understand and in many ways share people's concerns about Brussels getting too much power. Je viens dans un esprit qui est celui de donner à l'Europe la force, la cohérence, la solidarité nécessaire. Merci. C'est le premier sommet du président français. Comme il l'a promis durant sa campagne, François Hollande est venu réclamer un pacte de croissance pour l'Europe. Mais la tâche peut s'avérer difficile. Un président français peut-il encore imposer ses vues au Conseil européen? François Hollande tiendra-t-il ses promesses? Qui décide vraiment à Bruxelles? Voici l'histoire du vrai pouvoir dans la nouvelle Europe. Sourire et chuchotement, aparté et politesse. Dans une ambiance de cocktail huppé, les maîtres officiels de l'Europe se retrouvent dans la salle du Conseil, véritable boîte noire de notre continent. François Hollande fait plus ample connaissance avec ses 26 nouveaux collègues. Voici le Premier ministre portugais Pedro Passos Coelho, aux côtés de l'anglais David Cameron. Ou encore le Premier ministre belge, Elio Di Rupo, avec son nœud papillon, aux côtés de son homologue roumain. Pour immortaliser cette grand-messe européenne, un pool de caméras et de photographes soigneusement sélectionnés. Une équipe par pays européen. Le pouvoir est en représentation, l'image de l'Europe au travail. 15 minutes de cette convivialité de façade, puis les 27 passent à table. Merci. Les caméras doivent sortir. Les choses sérieuses peuvent commencer. Dégagez un peu le pouvoir, que tout le monde puisse sortir, merci. Ok, on y va? Allez-y. Monsieur, on y va, si on y va. Le sort de l'Europe se décide souvent la nuit. Pendant que nos chefs d'État pratiquent à huis clos l'art du compromis, 700 journalistes patientent durant des heures dans le grand hall du palais de Bruxelles. Hollandais, Anglais, Portugais, Allemands, Italiens, Français. Impossible de suivre l'évolution du débat. Les dirigeants discutent enfermés dans la salle d'où rien ne sort. Alors, les journalistes tiennent leur opinion publique en haleine, en rappelant les enjeux nationaux. Évidemment, ce ne sont pas tous les mêmes.
Au petit matin, François Hollande est l'un des premiers à quitter la salle du Conseil. Le président français a le sourire. Malgré la frilosité supposée de l'Allemagne et de l'Angleterre, le Conseil a en effet décidé de consacrer 120 milliards d'euros de fonds européens à la relance de la croissance. Pour François Hollande, ce premier sommet semble un succès personnel. Vous savez que j'avais, depuis plusieurs semaines, dans la campagne présidentielle, mais aussi au lendemain de l'élection, voulu que le premier Conseil européen auquel j'avais l'honneur de participer, c'est-à-dire aujourd'hui, puisse être consacré à la croissance et puisse mettre en œuvre des mesures concrètes, précises, et le faire rapidement. C'est fait. Le président socialiste français aurait donc fait plier les partisans de l'austérité et convaincu le Conseil. Un peu simple. La vérité européenne est plus complexe. Alors que François Hollande termine sa déclaration, plusieurs autres dirigeants revendiquent eux aussi la paternité de ce nouveau pacte de croissance. This marks the end of the Danish presidency. Our presidency has first and foremost been about creating growth and jobs in Europe. So we have to tackle the growth crisis. Britain has been driving this debate. In March, we formed an unprecedented alliance of 12 countries behind clear priorities to strengthen growth. I was making the case for many of these ideas when it was still unfashionable to do so. Boosting the lending capacity of Europe, circus politicus. Derrière cette autosatisfaction générale, comment savoir qui a fait quoi, qui a dit quoi, qui a cédé sur quoi? Dans ce bras de fer à 27, un président peut-il influencer les autres? Pour le savoir, il faudrait pouvoir consulter les notes prises par ces fonctionnaires européens que l'on aperçoit ici, au fond de l'image. Ce sont les seuls autorisés à retranscrire l'intégralité d'un conseil. Ces notes secrètes, appelées les Antici, sont ensuite transmises à chaque gouvernement. Nous avons demandé à y avoir accès auprès de la section « Transparence » du Conseil européen. Il nous a été répondu qu'elle n'était pas conservée. Pourtant, nous avons pu obtenir les Antici du sommet européen de mars 2011. Un sommet organisé en pleine crise de la Grèce, alors que l'euro est en danger. L'enjeu de la réunion ce jour-là est de créer un fonds de solidarité européen pour rassurer les marchés. Les 27 ne sont pas tous d'accord pour mettre la main à la poche. Mais les deux principaux dirigeants de l'Europe, le Portugais José Manuel Barroso, président de la Commission, et le Belge Herman Van Rompuy, président du Conseil, vont rappeler leurs collègues à l'ordre. L'essentiel, l'obligation majeure, c'est que l'orchestre européen donne l'impression de jouer la même partition. La comédie du pouvoir. Il ne doit y avoir ni complaisance, ni signe négatif, car les marchés sont toujours tendus et volatiles. Il est important de mettre notre maison en ordre. Il est vraiment important de communiquer de manière positive sur tous ces éléments et de ne pas créer de doute sur notre détermination. Certains auraient voulu aller plus loin, mais nous avons besoin d'un message unifié et coordonné. Devant cette opération de communication politique qui semble primer sur l'urgence de la crise, Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne, est alors le seul à affronter la réalité. Nous sommes très en retard. Les 440 milliards ne sont toujours pas disponibles. Je comprends que l'on doive communiquer de manière positive, mais entre nous, soyons lucides, nous avons mis 15 mois pour réaliser notre promesse. Ces sommets européens ne sont-ils qu'un tour de passe-passe, du théâtre politique pour les opinions publiques? C'est un œuvre d'art, hein? Visite chez Martin Schulz, au siège bruxellois du Parlement européen. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Schulz, socialiste allemand, est le président du Parlement. Et il ne pratique pas la langue de bois.
Les puissants de l'Europe se réunissent à huis clos pour communiquer après à leur sujet, souvent surpris, sur quel sujet ils sont en désaccord. Si vous avez finalement un qui dit non, et il y a un spécialiste à l'autre côté de la Manche qui dit souvent non, toute chose bloque. Et pour pas rendre public, on n'a pas l'accord, on fait des formules, on a reporté, il faut réfléchir. On est séduit comme politicien ou politicienne souvent, si on n'a pas de résultat, de le camoufler, de le cacher derrière des formules qui sonnent belles, mais qui sont en vérité vides. Si on voit les conclusions, il y a souvent des conclusions un peu artificielles. Le verdict du président du Parlement européen semble sans appel. Les conseils sont une chambre des secrets qui échappent au contrôle des citoyens. Un lieu de pouvoir opaque. Bruxelles, toujours, quelques jours plus tard. Les huissiers ont rangé leurs uniformes. Les limousines sont au garage. Les chefs d'État sont partis. Les journalistes aussi. La capitale de l'Europe reprend sa routine. Voilà. Allez. Moi, Lucien, toujours là. Bonjour. Ça va bien? C'est l'heure des nouveaux maîtres de Bruxelles. Comme Michel Barnier, ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui commissaire européen chargé du marché intérieur et des services. Pour cette fonction, il est payé 20 667 € par mois, près de 2 fois ce que gagne François Hollande. Bonjour. Ça va, Michel? Short sleep. Ce matin, Michel Barnier retrouve les autres commissaires européens pour la réunion du collège, l'équivalent du Conseil des ministres en France. À ses côtés, les autres commissaires, de parfaits anonymes, pour la grande majorité des citoyens français. Et pourtant, ils disposent d'un pouvoir réel sur notre vie quotidienne. Voici le Belge Karel de Gucht, commissaire au commerce. De la voiture Peugeot à la vaisselle en céramique, en passant par les briquets, il a le pouvoir de protéger ou non les produits made in France, en taxant ou pas la concurrence internationale. L'Espagnol Joaquim Almunia, très redouté, car il traque les aides publiques illégales, autant que les monopoles des multinationales. À son palmarès, des millions d'euros d'amende infligés à la France, mais aussi à de grandes entreprises comme Microsoft. La luxembourgeoise Viviane Reding, commissaire à la justice, vice-présidente de la commission. Elle est à l'origine, entre autres, d'un projet de réforme de la garde à vue en France. Les commissaires européens sont au nombre de 27, un par pays. Ils sont nommés pour 5 ans par les chefs d'État et de gouvernement. Au fil des crises, les États européens ont transféré de plus en plus de pouvoir à ces commissaires. Sur le contrôle des budgets nationaux tout d'abord, mais aussi sur la conception de nouvelles lois. Les commissaires européens, ces super ministres anonymes, sont devenus les puissants de l'Europe. Nous sommes dans le rôle de facilitateur. Nous faisons des propositions avec le collège dont je fais partie, qui généralement se trouve, grâce à la collégialité, pas très loin, le plus près possible du centre de gravité de l'intérêt général européen. Clairement, quand vous êtes commissaire européen, dans le rôle d'un ministre européen, entre guillemets, vous êtes au milieu du jeu européen, vous n'êtes pas seulement du côté d'un pays, avec ses idées, ses propositions. Signe de cette révolution invisible, le voyage de la luxembourgeoise Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, il y a quelques mois à Paris. Les premiers orateurs des groupes pourront interroger nos invités. Invitée dans une annexe de l'Assemblée nationale par les députés français, Reding est venue évoquer les méthodes de contrôle de nos finances publiques. Nous passerons à une phase de questions spontanées.
La rencontre est dirigée par Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Sont présents Pierre Moscovici, ministre de l'économie, et Bernard Cazeneuve, alors en charge des affaires européennes. La parole est maintenant à Madame Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne. Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu 10 ans pendant lesquels on n'agissait pas parce qu'on ne voyait pas la nécessité d'agir en commun. Et il est grand temps de refaire ce temps perdu parce qu'on a vu ce que ça nous coûtait de ne pas avoir mis en place les instruments nécessaires à pouvoir intervenir. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Il n'y a plus de politique nationale, seulement des politiques européennes. Pour preuve, ce sont souvent les parlementaires français qui font le voyage à Bruxelles pour tenter d'infléchir les décisions des commissaires. Exemple avec Bruno Le Roux, patron des socialistes à l'Assemblée, et qui profite d'une réunion du think tank du Parti socialiste européen pour interpeller Joaquim Almunia, le commissaire chargé de la concurrence. Nous ne sommes pas pour un repli sur l'Europe. Le député veut que l'État français puisse aider les entreprises en octroyant des aides publiques. Il nous semble nécessaire de réagir et de pouvoir provoquer un débat public sur ces règles commerciales et ces règles en matière de politique industrielle qui nous semblent être au cœur de l'action de l'Europe dans les prochaines années. Il y a une question de volontarisme politique dans la façon dont nous devons demain rééquilibrer nos échanges. C'est un élément qui nous semble important dans ce que nous appelons la réorientation de la politique commerciale commune et la constitution d'une politique industrielle européenne qui soit digne de ce nom. Mais on ne peut pas extrapoler les problèmes de chacun des pays à d'autres. C'est comme si moi, en étant espagnol, je dirais bon, toute l'Europe a un problème avec le secteur immobilier. C'est pas vrai. Le problème immobilier, c'est l'espagnol. Le problème de la manque de compétitivité de certaines industries dans le marché extérieur, c'est un problème français. En particulier, pas seulement, mais en particulier français. Quand on compare la France avec, bien sûr, l'Allemagne, mais avec des pays comme l'Espagne, par exemple, qui a une industrie beaucoup plus faible, mais qui tient beaucoup mieux dans les marchés extérieurs. Et dont les exportations augmentent dans ces moments de difficulté. Pourquoi extrapoler les problèmes français à toute l'Europe si ce n'est pas le cas? Bruno Le Roux repart bredouille. Au cœur de l'Europe, la politique passe après l'économie. Les lois de Bruxelles sont implacables. Si Joaquim Almunia se permet de rabrouer ainsi le député français, c'est parce qu'il connaît très précisément, dans les moindres détails, semaine après semaine, les chiffres réels de notre économie. C'est la DG ECFIN, la Direction Générale et Financière, qui s'en charge. Derrière ces vitres, 600 experts en économie venus de tout le continent travaillent sans relâche. Leur mission, surveiller les comptes publics des 27 pays d'Europe. Est-ce que vous êtes une espèce de gendarme des finances publiques au niveau européen ? C'est exactement le cas, effectivement. Comme je vous le disais, on vérifie, enfin on s'attache à faire respecter le pacte de stabilité et de croissance et notre but ici, c'est de faire en sorte qu'il soit bien suivi par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Français, spécialiste des statistiques, Salvatore Serravalle travaillait auparavant au ministère des Finances à Paris. Détaché à Bruxelles, il obéit maintenant aux autorités européennes. Sa tâche, veiller à ce que les 27 États membres, dont la France, respectent la règle d'or. Le déficit public ne doit pas dépasser 3% du budget national. Nous, on vérifie que ces critères sont bien respectés et s'ils ne le sont pas, on met en place certains mécanismes visant à ramener les États membres dans les clous du pacte. On peut émettre alors ce qu'on appelle ensuite une mise en demeure si la recommandation n'a pas été suivie des faits
qui de nouveau demande aux États membres de converger vers des cibles budgétaires plus raisonnables. Et puis si ça n'est toujours pas le cas, alors on peut se mettre en place des mécanismes de sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à une amende de 0,2 points de PIB pour les États membres de la zone euro uniquement. Pour la France, ça représenterait 4 milliards d'euros, à peu près. La France sous surveillance. C'est ici, dans ces couloirs anonymes, où se succèdent des bureaux étroits, que se joue donc une amende de 4 milliards d'euros que nous aurions à payer. Le scénario, hélas, est possible. La France, comme 11 autres États européens, est dans la catégorie des mauvais élèves. Depuis mars 2013, la Commission peut demander à modifier les projets de budget de ces États avant même leur adoption par le Parlement. Nicolas Filippone, 32 ans, sorti de nos grandes écoles, est l'un des 15 spécialistes de la section France, celle qui scrute jour après jour notre économie. Il y a un travail qui est plus au jour le jour, qui est un travail de surveillance en fait. Chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, une orientation, très souvent les dirigeants européens veulent soit se prononcer, ont des rencontres très régulières avec les autorités françaises et donc ils nous consultent pour qu'on puisse leur donner notre vision des développements récents ou des politiques qui sont prises. La section France ne fait pas que surveiller. Elle conseille, elle suggère, elle propose des sanctions. C'est grâce à ce genre de dossier que Joachim Almunia fait la leçon à Bruno Le Roux. C'est un texte qui est un peu plus long. On parle des trajectoires des déficits publics, on parle de réforme des retraites, on parle de chômage des jeunes, on parle du fonctionnement de Pôle emploi. Pour la France, en 2012, donc il y avait 5 recommandations. Extrait du dossier France, préparé par Nicolas Filippone, 32 ans. Les procédures applicables au licenciement continuent d'engendrer des coûts potentiellement importants pour les employeurs. Autrement dit, en France, les salariés sont trop protégés lorsque les entreprises veulent licencier. Ou bien encore, les allocations de chômage pour les travailleurs plus âgés et notamment leur durée pourraient constituer des incitations limitées à travailler. En clair, il faudrait réduire la durée de ces allocations. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, nos recommandations, le bilan approfondi qu'on a publié, ont contribué à la prise de conscience par les autorités françaises que de ce point de vue-là, il y avait un problème et qu'il fallait prendre des mesures. Dans le meilleur des mondes de Bruxelles, des technocrates, loin du terrain et des réalités sociales, décident sur un ordinateur comment doit évoluer notre régime des retraites ou le système d'allocation des chômeurs. La matrice de notre politique n'est plus à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici, dans ces immeubles froids. La nouvelle, tant redoutée, vient de tomber à l'instant. PSA arrête la production à l'usine d'Aulnay-sous-Bois, près de Paris. 3000 salariés concernés, arrêt de la production en 2014. Au total, 8000 emplois chez Peugeot vont être supprimés. Des usines automobiles qui ferment et un ministre à la rescousse. Arnaud Montebourg, chargé du redressement productif, a fait de la protection de l'industrie nationale son combat. Avant le prochain sommet européen, il veut convaincre les 27 de le soutenir. Pas facile, dans l'Europe de la libre concurrence. Le ministre français affronte régulièrement les règles édictées par Bruxelles. Exemple, en juillet 2012, quand il a demandé à la Commission européenne de placer sous surveillance les importations de voitures sud-coréennes, accusées de faire du dumping pour envahir le marché français. 2 mois plus tard, la Commission refusait. La Commission considère que
il faut vraiment que les dégâts soient irrémédiables pour qu'elle décide de s'y intéresser. Donc nous ne sommes pas d'accord avec la méthodologie de la Commission. Il y a aujourd'hui des importations très agressives en provenance de Corée du Sud, ce sont les chiites de la Commission, nous avons utilisé. Nos constructeurs nous ont demandé de relayer leurs demandes, ce que j'ai fait. Le fait que la Commission ait décidé de rejeter, nous allons la saisir à nouveau, parce que vous allez voir que tous les 6 mois, la situation va s'aggraver. Donc il y a un moment, les ultra-libéraux de l'Union européenne qui ne veulent pas que l'Europe se protège, ce que font tous les autres pays du monde, les Américains se protègent, les Chinois se protègent, les Indiens se protègent, les Canadiens se protègent, les Brésiliens se protègent, les Argentins se protègent. Les seuls qui sont les idiots du village mondial, ce sont les Européens. On est sous surveillance en permanence, donc on n'ose plus rien faire. Parce qu'on se dit, Bruxelles va nous tomber dessus. Bruxelles, vous savez, c'est la foudre jupitérienne des technocrates qui empêchent finalement les États d'agir, d'avancer. Donc nous leur disons, nous voulons discuter avec vous de ce qui se passe dans le monde pour ajuster nos comportements, pour nous battre à armes égales avec le reste du monde. Arnaud Montebourg se rend aujourd'hui à Bruxelles pour demander l'arrêt de tout soutien à l'implantation de nouvelles usines en Europe. Mais ce n'est pas tout. Arnaud Montebourg veut imposer la réciprocité. Si une entreprise européenne est empêchée de conquérir un marché public à l'étranger, alors l'Europe doit faire la même chose en représailles. Nous, on ne peut pas se laisser faire. Vous comprenez ça? Les Américains, je vais vous dire, je vais vous parler de... Non, les Américains, vous savez ce qu'ils font? Quand ils ont une invasion de produits à prix cassé, ils mettent des taxes de 250%, puis après ils négocient. Voilà. Vous savez ce que font les Européens, eux? Les Européens, ils discutent, puis ils taxent jamais, parce que personne n'arrive à se mettre d'accord. Donc nous, on demande l'alignement du système de protection, ce qu'on appelle l'instrument de défense commerciale, pour nous défendre, sur le système américain. Voilà, c'est notre boulot. Alors je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas ça fait partie des propositions et des positions françaises. Binnen enkele ogenblikken komen wij aan in Brussel-Zuid. Bedankt dat u voor Thalys heeft gekozen. La croisade d'Arnaud Montebourg est populaire, en France mais aussi en Belgique, où l'opinion publique a suivi son combat pour empêcher la fermeture de l'usine Mittal de Fleuranges. Qu'est-ce que vous voulez faire? Une photo? Oui, une photo. Bah, vous allez la prendre, la photo? Votre ministre. Ah bon, je suis votre ministre? Ouais. Ah oui, je suis socialiste. Très bien fait. « 7h30 le lendemain matin. Premier briefing pour le ministre. C'est Alexis Dutertre qui s'en charge. Jeune diplomate, énarque. Il a 40 ans. Il est basé à Bruxelles pour défendre les positions du gouvernement français. Alors, sur quel point on se met OK? Donc la Commission se recentre sur les cas les plus importants et de l'autre côté, on relève les seuils de minimis et on se met un accent particulier pour les seuils de notification qu'on veut plus élevés sur recherche, développement, innovation. Je pense qu'il faut continuer. Le langage du conseiller est aussi codé que celui d'un geek qui parlerait de programmes informatiques. Arnaud Montebourg s'accroche. Pour gagner à Bruxelles, il faut savoir parler ce nouveau langage européen. Sur la formulation qui est sur la table aujourd'hui, elle n'est pas forcément la meilleure, mais à la fin des fins, elle est acceptable. Il est 8h, Bruxelles s'éveille. Arnaud Montebourg pénètre dans le bâtiment du Conseil européen où va se tenir la réunion. 27 ministres de l'industrie vont ainsi faire face au commissaire européen. Pour obtenir ce qu'il veut, l'arrêt du soutien à l'implantation d'usines en Europe, la réciprocité sur les taxes douanières, Arnaud Montebourg doit donc se trouver des alliés. Donc là, c'est les délégations ministérielles. Oui, on va chez les Italiens. Nous, on est où? Au même étage. On est voisins. On est voisins. De l'autre côté, mais au même étage. Voyage dans la nouvelle Europe. En moins d'une heure, dans le dédale du bâtiment du Conseil.
le ministre français va faire le tour de ses alliés potentiels. Bonjour. Première visite aux amis traditionnels, les Italiens et les Espagnols. Bonjour. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ça va? Bonjour. Hola. Deuxième étape, la République d'Irlande qui assure la présidence tournante de l'Union européenne. Ce n'est que le deuxième séjour d'Arnaud Montebourg à Bruxelles. Le ministre doit encore se faire connaître. Are you experienced at these councils, or Not quite. I'm beginning. You have a very big experience. Well, 18 months I think we have now. It doesn't make you familiar with the whole system. We need to have an important council, as exactly as there is another one very important for the euro crisis, and we have to put it up, discuss, have positions, defend industrial interests. That's important. 9 heures, l'heure d'entrer dans l'arène. Encore une salle de conférence avec son balai d'huissiers, de journalistes, de traducteurs, de conseillers. Le ministre français se présente. Face à Arnaud Montebourg, Joachim Almunia, le redoutable commissaire à la concurrence. Le bras de fer peut commencer. Comme toujours, à Bruxelles, les débats à 27 seront longs. Commencé à 9 h du matin, la réunion va s'achever 8 heures plus tard, en fin d'après-midi. À la sortie, le ministre français est satisfait. Le principe de réciprocité face aux Américains et aux Asiatiques qui ferment leur marché a été adopté. Je veux remercier toute l'équipe, j'ai super bossé les gars, hein, bravo. Très bon compromis, bien réussi, sous tout rapport. C'est Alexandre qui a vraiment fait le compromis sur les marchés publics. Voilà. Ici, il n'y a que des Rolls, hein, dans la délégation française. Enfin, des Rolls, je suis pas une voiture française. Hein. Merci Alexis. Je vous en prie, monsieur le ministre. Merci. Des DS. Continuez bien. Monsieur le ministre, vous avez fait comme formation? Sciences Po et du droit. Bah, ça se voit, c'est bien, bravo. Non, mais je vous ai... Une bonne journée. Super. Pas nuit pour rien. Monsieur le ministre, ça fait une petite dizaine d'heures que vous êtes en réunion depuis 2 jours. Il en ressort quelque chose de concret? Ah oui, bien sûr. Nous avons obtenu un certain nombre d'avancées. Sur les marchés publics qui vont être réformés par l'Europe, nous avons obtenu la réciprocité, c'est-à-dire le fait que quand un marché se ferme chez nos compétiteurs dans le reste du monde, nous pourrons le fermer. C'est une avancée considérable. Donc on est très contents. On le doit à cette équipe de négociateurs, de jeunes diplomates très brillants. Et nous avons obtenu ça là il y a exactement 10 minutes. Voilà, ça passe inaperçu parce que on a l'impression que c'est du baratin, mais il se passe beaucoup de choses dans ces choses-là. Et mieux vaut être là. Arnaud Montebourg, ministre hussard, a remporté une manche. Mais la bataille de Bruxelles ne se gagne pas en un jour. Dans sa croisade pour défendre le Made in France, le ministre va devoir affronter Karel de Gucht, le commissaire européen au commerce. La Commission européenne dispose d'une compétence exclusive en matière de commerce. Les décisions prises par Karel de Gucht ont des conséquences directes sur les entreprises françaises. Pour beaucoup, ce flamand est l'incarnation du mal libéral qui sévit à Bruxelles et détruit des emplois. Le Made in France, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui, le Made in France? Non, parce qu'un produit qui est exclusivement fait dans un pays, que ce soit la France ou n'importe quel autre pays, ça n'existe plus. Une partie importante de la gamme de la société qui a donc procuré
la marinière de M. Montebourg est faite en Tunisie, non? Moi, je trouve que la marinière ne lui allait pas trop bien. Enfin, donc, c'est plutôt un monsieur pour porter une cravate, je trouve. Et puis, ça ne m'inspire pas à grand-chose. Au chapitre économie, l'Europe protège-t-elle suffisamment justement son économie? Le débat est à nouveau lancé depuis la volonté de la Commission européenne de ne pas reconduire une taxe sur les briquets chinois. Pour le groupe français BIC, c'est à nouveau... Karel de Gucht vient par exemple de supprimer une mesure de protection, dite anti-dumping, dont bénéficiaient les briquets BIC, fabriqués en France. Les briquets importés de Chine étaient taxés 6,5 centimes d'euros la pièce à leur entrée en Europe, ce qui doublait le prix du produit chinois et rendait le briquet français concurrentiel. Cette protection, contraire aux principes libéraux du commissaire, vient donc de disparaître. Explication. C'est une mesure qui est en force depuis 20 ans. C'est une société qui est largement bénéficiaire. C'est une société qui n'a pas besoin de cette protection. On peut difficilement dire qu'on prend de telles mesures pour une période indéterminée. Et 20 ans, c'est quand même, avouez, c'est quand même très longtemps. Dans une annexe de l'Assemblée nationale, Karel de Gucht répond aujourd'hui à une invitation des députés. Il vient expliquer la logique de sa politique, qu'il s'est mal perçue à Paris. Beaucoup de responsables français pensent que l'Europe ne répond pas à l'agressivité commerciale des autres continents, chinois en tête. Les questions sont nombreuses. C'est Pierre Lequillet, député UMP, qui ouvre le bal. Dans l'opinion est persuadée que l'Europe ne se défend pas. L'Europe ne se défend pas. J'ai l'impression que nous nous défendons assez bien. On vient de lancer contre les Chinois la plus grande affaire depuis toujours dans le secteur de l'antidumping, notamment pour les panneaux photovoltaïques. Il s'agit sur 2011 d'un dossier de 21 milliards d'euros. J'ai l'impression que les Chinois sont assez sidérés par cela. Donc c'est pas vrai qu'on se défend pas. Mais il faut aussi concéder que l'Europe et la Commission est quand même trop facilement utilisée par les États membres et les responsables politiques des États membres comme bouc émissaire. Donc si les politiques nationales prendraient un peu plus de responsabilité pour ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, ça rendrait notre vie aussi un peu plus facile. Ceci dit, je suis maintenant accoutumé à être bouc émissaire, dont je vais le rester pour le reste de mon mandat. Non, mais n'y a-t-il pas quand même une divergence assez profonde que vous pouvez peut-être difficilement arbitrer entre une Europe privilégiant le commerce et donc de ce point de vue-là les achats au plus bas prix possible et une Europe privilégiant la production et donc de ce point de vue évidemment demandant des prix plutôt plus élevés? Quel est votre positionnement? On ne va pas raviver l'industrie française en demandant aux gens d'acheter français, parce que c'est pas facile de trouver des produits français. La très grande majorité des produits, il y a une partie française et puis d'autres parties d'autres pays. Et puis, mais bon, si un Français le fait, enfin, donc c'est son propre choix. Donc seulement, ça ne résout pas le problème. Le problème n'est pas là, pas du tout. Non, le problème est dans la compétitivité de l'industrie française. On ne va pas remédier cela en achetant français. On va remédier cela. On va remédier cela en augmentant la productivité et la compétitivité de l'industrie française, ce qui, d'après moi, d'ailleurs, est faisable. C'est pas du tout impossible, mais pas en demandant les gens d'acheter. Enfin, vous savez, les gens achètent ce qui, d'après eux, est
le plus bon marché pour la qualité qu'ils requièrent. Hein. Sauf peut-être quelques patriotes, mais pour le reste, ils regardent le prix. Qu'est-ce que j'ai pour ce prix, puis ils l'achètent. Hein. Ce qui est erroné dans ce raisonnement, c'est de penser que c'est par cela, par une telle approche, qu'on va raviver l'industrie française. Non, on va le faire en augmentant la compétitivité de l'industrie française. C'est ce qu'il faut. Oui, c'est ce qu'il faut. 5 mois ont passé depuis le premier sommet européen de François Hollande. La crise s'est installée durablement en Europe. La reprise reste aux abonnés absents, le chômage perdure. Et le retour de la croissance miraculeuse tarde à se produire. Le chef de l'État reçoit aujourd'hui Martin Schulz, le président allemand du Parlement européen. Martin Schulz est socialiste. Les deux hommes sont amis de longue date. François Hollande le consulte aussi fréquemment que l'un de ses ministres. Au sein de cette Europe dominée par la droite libérale, Martin Schulz est l'un des principaux alliés de François Hollande. Au menu de leur rendez-vous d'aujourd'hui, le projet de mise en place d'un système de surveillance des banques européennes. Dans le salon vert qui jouxte son bureau, les proches conseillers attendent le président pour programmer son nouveau défi. Dans quelques jours, François Hollande se rend une nouvelle fois à Bruxelles pour un autre sommet, son deuxième. Bon. Face à lui, Philippe Léglise-Costa, le monsieur Europe de l'Élysée. À sa droite, son conseiller politique, Aquilino Morel. Bon, je viens de voir Martin Schulz. L'homme qui s'assoit, son bras droit, Pierre-René Lemas, secrétaire général de l'Élysée. L'Union socialiste, là, qui précède le sommet. Et ensuite, il fera le premier discours où il va insister sur le pacte de croissance et puis sur l'aide à la Grèce dans le cadre de ce pacte. Ensuite, vous voyez normalement Madame Merkel à 16h30 parce qu'elle arrive vers 16h. Donc ça fait une demi-heure. Ce qui fait Avant chacun de ces sommets européens, François Hollande retrouve à Bruxelles ses amis de la famille socialiste pour un déjeuner convivial. Les troupes sont maigres. Sur les 27 États membres, 8 seulement sont dirigés par des sociodémocrates. Mais François Hollande garde son humour. Ah, enfin une photo de famille. C'est la petite famille pour l'instant. Ça n'est pas. Les cousins ne sont pas venus encore. C'est une photo de famille. It's bigger now. Yeah. Tous ces responsables de gauche pensent que dans l'Europe nouvelle, le social doit peser autant, sinon plus, que l'économique. Mais l'époque ne va pas dans leur sens. La plupart de ces dirigeants sociaux-démocrates européens voient la crise ruiner tous leurs espoirs. Objectivement, c'est bien, c'était bien. Il y a combien de croissance? Oh, pas grand-chose, on a zéro. Aujourd'hui, on a zéro. Nos enfants nous ramèneraient zéro. C'est mauvais. Mais d'accord, zéro. Instant rare de complicité entre Elio Di Rupo, le Premier ministre socialiste belge, et François Hollande. Les rires sont nerveux. Derrière l'humour, l'avenir est noir.
Quelques mois plus tard, les craintes de François Hollande se confirment. La France ne fera pas de croissance et elle va même briser la règle d'or en dépassant les 3% d'endettement. Signe des temps, sans équivoque, c'est le Finlandais Olli Rehn, le commissaire européen aux affaires économiques, qui apprend la nouvelle aux opinions publiques européennes et au marché. En français, s'il vous plaît. Notre prévision pour la France indique un retard de la reprise économique et une croissance qui cette année ne dépasserait pas 0,1% du PIB. Cela ferait passer le déficit à 3,7% en 2013. Il est d'une importance primordiale que la France, qui est la deuxième économie de la zone euro et qui est au cœur de la stabilité de toute la zone, mette en avant les mesures adéquates et convaincantes dans le cadre de ces programmes de stabilité et de réforme à venir. Obtenu avec éclat lors de sa première visite à Bruxelles, il y a 10 mois, le pacte de croissance de François Hollande tarde donc à se révéler efficace, notamment en ce qui concerne la France. Alors qu'il commence son 6e Conseil européen, le président français est donc loin d'avoir atteint son objectif. Pire, lui qui voulait peser sur l'Europe pourrait subir les foudres de Bruxelles pour un déficit trop important. Pourtant, devant les journalistes européens, François Hollande reste droit dans ses convictions. Ont été courageusement menés à bien. L'objectif aujourd'hui, c'est de soutenir la croissance et de faire en sorte que les disciplines budgétaires soient compatibles avec cette perspective de croissance. Avez-vous senti ce soir une compréhension de la part de vos homologues européens à ce propos, ou est-ce que vous vous sentez de représenter un peu le mauvais élève de l'Europe dans la matière? Non, nous sommes le bon élève. C'est-à-dire que nous faisons en sorte de corriger nos déficits, des déficits que j'ai trouvés en arrivant aux responsabilités. Nous le faisons au rythme prévu par nos engagements européens. Donc nous sommes bien sur un effort structurel et nous tenons nos engagements, mais nous faisons en sorte que cet effort ne contredise pas l'objectif de croissance. Et le miracle du compromis européen, une nouvelle fois, va se produire. Durant ce Conseil, dont le maître mot sera l'assainissement budgétaire, François Hollande obtiendra que l'application de la règle d'or des 3% de déficit annuel soit assouplie. Ni vraie cure d'austérité, ni véritable relance de la croissance. Il faut ménager les marchés et apaiser la colère des peuples d'Europe. Les chefs d'État et de gouvernement vont pouvoir sortir de la réunion en affirmant leur unité face à la crise. En attendant, les jours meilleurs.